Alors nous allons maintenant revenir sur 4 mesures phares pour l'épilepsie qui sont toujours dans la continuité du livre blanc, qui a le mérite de non seulement soulever les problèmes mais aussi proposer des solutions. Vont intervenir lors de cette table ronde Béatrice Autier, alors vous la reconnaîtrez, c'est la seule femme sur le plateau, qui est directrice de la direction d'accès aux droits et des parcours à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, l'ai-je bien dit ? Voilà. Pierre Privat, qui est directeur de la sécurisation des parcours à la GFPI, et 2 médecins spécialistes, le professeur Stéphane Auvin, qui est de l'hôpital Robert Debré à Paris, et Fabrice Bartholomé, qui est de l'hôpital de la Timone à Marseille, et Christophe Lucas. Et puis je remercie aussi Maxime, alors je ne sais pas prononcer votre mot, Wallo, pardon, d'être présent. Alors vous êtes chef du projet Transition inclusive, participation des personnes, et vous représentez Céline Poulet, qui est la secrétaire générale du comité interministériel du handicap. Est-ce qu'on peut avoir quelques mots sur ce CIH pour commencer, Maxime ? Oui, tout à fait. Et je peux vous présenter le secrétariat général du comité interministériel du handicap. Alors, en général, quand on le présente, on a tendance à faire un petit sondage. Qui connaît le SGCIH ? Une personne. C'en est une. Quelques mains se lèvent quand même. 2, Merci 3. beaucoup aux bons élèves. Merci beaucoup. Je vous ferai pas la question avec les missions du SGCIH, parce que là, il y aura peut-être encore moins de mains qui se lèvent. Bon, rapidement. Le SGCIH a été créé en 2009. Vous savez que la France a ratifié la convention relative aux droits des personnes handicapées en 2010, et il fallait qu'on se mette un tout petit peu en conformité. Et pour ça, on avait besoin d'avoir une action purement interministérielle sur la question du handicap, enfin en tout cas sur l'amélioration de la vie quotidienne des personnes en situation de handicap, parce que quand vous voulez travailler, et là on l'a évoqué sur la table ronde précédente, la scolarité, l'emploi, le logement, le transport, etc., ça ne peut pas se faire depuis le ministère des Solidarités et de la Santé, pas uniquement, à moins de créer des vies parallèles dans des établissements spécialisés, mais c'est pas l'objectif. Et donc on avait ce besoin de responsabiliser un peu plus les ministres et les ministères sur la prise en compte de l'amélioration de la vie quotidienne des personnes en situation de handicap. Et donc on a créé un comité interministériel du handicap, qui est un événement qui a lieu tous les ans, ou parfois 2 fois par an même, qui est présidé par le premier ou la première ministre, et qui réunit tous les ministres en disant bon voilà, qu'est-ce qu'on a fait, où on en est, et quelle feuille de route on se donne pour l'année à venir et pour les années à venir, et comme ça tous les ans ça permet de rythmer les politiques publiques, et puis ça permet d'avoir un état des lieux, et parfois de remettre un coup de pouce en fonction de ce que remontent les personnes. Je vais sur la question des personnes en situation de handicap, parce que tout à l'heure on a dit que j'étais chef de projet sur la participation des personnes. Effectivement, c'est aussi un des retards que la France a par rapport à sa mise en conformité avec la Convention. La question de la participation des personnes au secrétariat général du comité interministériel du handicap, on ne fait pas que le travail interministériel, on assure aussi le secrétariat général du Conseil national consultatif des personnes handicapées. Donc notre travail à nous, c'est d'être la cheville ouvrière de la co-construction des politiques publiques, et c'est pas un gros mot, hein. C'est véritablement dans les faits. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Céline Poulet ne peut pas être là ce matin, c'est parce que c'est la plénière du CNCPH, et donc le CNCPH discute de tous les projets gouvernementaux, projets de loi, projets de décret qui lui ont été soumis, et propose des avis consultatifs, et qui permettent d'orienter aussi les travaux des différents ministères pour cibler au mieux les besoins et les attentes des personnes en situation de handicap. Voilà. Nous, donc notre gros travail, c'est de suivre toutes ces mesures-là et de s'assurer que les personnes ont bien été consultées, et que tous les travaux du gouvernement sont bien passés devant le CNCPH. Et puis, donc, on suit les mesures des comités interministériels du handicap, et on suit aussi les mesures des conférences nationales du handicap, qui, elles, ont lieu tous les 3 ans, et qui sont présidées par le président de la République. La prochaine est au printemps, mais j'aurai l'occasion d'y revenir tout à l'heure pour parler notamment de votre livre blanc. Voilà. Merci en tout cas d'avoir accepté de prêter une oreille attentive aux propositions qui seront formulées et d'indiquer ce qui appartient au domaine du possible. Ça, c'est vraiment important. Alors, le premier des 4 grands thèmes, c'est évidemment sans doute le plus important aujourd'hui, c'est celui d'informer l'ensemble de la population française sur l'épilepsie, de la sensibiliser à cette pathologie. Alors, pensez-vous, Christophe, qu'une grande campagne nationale s'impose? Vous avez déjà un peu répondu ce matin. Oui. La réponse est oui. Oui, la réponse est oui. Et elle s'impose à tous les niveaux, c'est-à-dire que sur les 6 thématiques qui ont été présentées par nos pilotes ce matin,
on voit bien que tous les acteurs de ces 6 thématiques, que ce soit la scolarité, même le milieu médical ou médico-social, les transports, on en a entendu parler aussi, on a besoin de dire et d'expliquer ce que sont les épilepsies. J'en parle au pluriel volontairement. Et on a besoin d'une campagne nationale. Ça a été proposé à plusieurs reprises. C'est compliqué à mettre en place, c'est coûteux, on le sait. Mais c'est aussi pour sauver des vies. J'en profite au passage pour parler d'une application qui est un petit jeu que l'association a porté, qui s'appelle Tricky Life, qui permet à des enfants ou des moins enfants à se familiariser aux risques domestiques, qui a été entamé par ma prédécesseur Delphine Dannecker et Sophie Chouaki, qui doit être dans la salle quelque part, et qui a été primée d'ailleurs au Sénat. Et c'est une application qui permet justement de voir les risques domestiques. C'est aussi un des axes de sensibilisation. Mais on a besoin d'avoir une sensibilisation qui soit beaucoup plus précise maintenant, dans les acteurs, dans les ministères, dans les fiches techniques, on va dire. On a parlé du transport ce matin. Moi, je vais vous donner un exemple très simple pour avoir discuté avec Marie-Christine Poulain de EPI Emploi et EPI Bretagne, qui n'est pas loin. On était en négociation il y a quelques années avec Air France sur des soucis d'accueil de patients épileptiques. Aujourd'hui, dans la tablette que vous avez dans les avions sur l'épilepsie, il y a exactement 3 lignes qui se résument à dire ici il y a une crise, il faut prévenir le sol et puis vous laissez la personne et puis vous verrez ça au sol. Grossièrement, c'est très très léger. Enfin, c'était très léger. Depuis, ça a été un peu plus développé, justement par ces négociations et discussions qu'on a eues. Mais on a besoin d'aller beaucoup plus loin à tous les niveaux. On a parlé de scolarité. Pour faire beaucoup de sensibilisation en milieu scolaire, ce qu'on a souvent comme problématique, et je ne le reproche pas aux enseignants d'avoir peur au niveau de l'épilepsie, c'est leur peur, c'est de ne pas savoir gérer les crises d'épilepsie dans leur classe et de gérer les enfants face à la situation. Et ça, c'est très important. Nous, l'association, un peu partout en France, on fait des sensibilisations d'école et ça permet aussi à l'enseignant d'être en confiance dans la situation de risque ou la situation d'une crise d'épilepsie dans la classe, et pas seulement la tonico-clonique, puisque ça peut être les absences qui peuvent durer. L'épilepsie, ce n'est pas que des crises tonico-cloniques, mais c'est tous ces acteurs-là, du transport, etc., qui doivent être sensibilisés. Et l'emploi, Magali a fait référence au Cap Emploi, au Pôle Emploi, etc., à tous les acteurs autour de l'emploi, où il y a une méconnaissance profonde des épilepsies. On a, je sais que Patrick Baudru, qui doit être par là, l'un de nos administrateurs, a fait il y a quelque temps une sensibilisation au Cap Emploi de France en visio. On en fait aussi en région. Et c'est des choses qu'il faut qu'on arrive à formaliser et à pérenniser dans le temps, puisque les équipes changent. Et voilà. Et la grande idée, ce sera pour d'autres années, c'est de créer un grand label de sensibilisation et d'information aux épilepsies en général. Merci. Je voudrais savoir comment réagissent déjà les 2 médecins. Stéphane, pour commencer, cette nécessité d'une grande sensibilisation. La sensibilisation, elle est nécessaire à tous les niveaux, y compris au niveau médical, c'est-à-dire qu'en dehors de milieux spécialisés, les épilepsies sont quand même assez mal connues, alors que c'est finalement des maladies assez fréquentes. On a donc une problématique par rapport à d'autres maladies plus rares qui sont mieux connues. C'est vrai qu'il y a un certain degré de complexité, c'est pas monomorphe et que la crise tonico-clonique généralisée, un seul traitement, un seul type d'examen. Mais malgré tout, il y a quand même une méconnaissance. Et cette méconnaissance, elle a différents impacts. Elle a des impacts sur le parcours de soins des patients. Elle a un impact sur la façon dont les patients sont accueillis. Ça a un impact à l'école également, ne serait-ce que pour les recommandations, les procédures de type protocole d'accueil individualisé. À un moment, ça devient même juste limite de l'information et de la sensibilisation, tellement on est à un degré de méconnaissance. Fabrice ? Oui, pour moi, il y a un problème global qui est la méconnaissance des maladies du cerveau
Et l'épilepsie souffre encore plus de cette méconnaissance, parce que c'est facile d'expliquer un déficit moteur dans un accident vasculaire cérébral, un dysfonctionnement moteur dans la maladie de Parkinson qu'on a évoqué tout à l'heure. L'épilepsie, c'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus abstrait, c'est beaucoup plus hétérogène comme maladie. Les manifestations sont multiples, toutes les fonctions cérébrales peuvent être interrompues transitoirement avec des manifestations qui sont parfois bizarres, vu pour les non-initiés. Et donc, il y a toute l'information est complexe, en fait, c'est ça que je veux dire. C'est pas simple de donner une information sur cette maladie. Il y a un autre point qu'il faut souligner, on n'a pas prononcé le mot tout à l'heure, mais c'était ce qui tournait autour des discussions, c'est le terme du stigma. Et la stigmatisation liée à l'épilepsie, ça a un impact majeur sur la vie des patients. Ça a été bien mesuré par des différentes études, notamment en Grande-Bretagne. Et ce que l'on sait du stigma, c'est qu'il est très lié aux médias et la façon dont les journaux, les médias télévisés, maintenant les réseaux sociaux conduisent l'information. Donc si on change ça, on va changer beaucoup potentiellement la stigmatisation des patients. J'en profite pour poser une question. Le fait que certaines pathologies soient présentes dans des grandes séries télévisées aide à changer leur regard. Est-ce qu'il y a, parce que j'ai pas de culture là-dessus, mais ça c'est un très bon exemple, parce que dans les films, ce qui sort de la crise, c'est toujours une crise générale, c'est la grande crise toujours, oui. Qui est en général mal jouée. Ça ressemble plus à des crises psychogènes en général, donc on stigmatise l'épilepsie encore plus dans les films, puisque c'est la seule image que l'on a. Ouais, alors il faut vous approcher des producteurs de séries, là. Alors j'avais discuté à une époque avec un, mais c'est compliqué de lui expliquer qu'il pouvait y avoir autre chose. Oui. Une petite réaction de votre part, je suis en train de chercher votre prénom, Bénédicte. Oui, merci. Alors, une réaction sur la sensibilisation, oui, sur la sensibilisation essentielle à la fois sur évidemment sur le grand public, mais sur les professionnels, en particulier pour la possibilité et la qualité de compréhension, d'évaluation des dossiers des personnes, des dossiers MDPH pour les personnes. Donc là, on a un sujet fort sur le niveau de connaissance des évaluateurs des maisons départementales des personnes handicapées. Donc je le redirai tout à l'heure, parce qu'on a un guide, mais le sujet de cette connaissance est très lié à la qualité des réponses. Ouais. Pierre, vous voulez ajouter quelques mots ? J'y reviendrai tout à l'heure, mais par contre, on voit bien, mais sur cet handicap comme sur bien d'autres, la logique de la sensibilisation et de la compréhension de ce que c'est, et de la sortie des stéréotypes qu'on peut avoir en disant, oui, voilà, on a tous le stéréotype de l'épileptique qui va tomber par terre et qui va répulser, je vous le fais comme ça. Et on voit bien que sur plein de handicaps qui justement échappent à une compréhension un peu facile, entre guillemets, et il faut même s'en méfier de celle-là pour certains types de handicaps, mais on a un enjeu énorme justement de comprendre, et en tant que citoyen, et parce qu'un citoyen c'est aussi un salarié d'une entreprise, donc c'est des choses qui sont importantes, et puis après en tant que professionnel, moi-même j'apprends des choses où je suis sensibilisé à la chose, et c'est extrêmement utile en tant que citoyen et en tant que professionnel. J'y reviendrai après. Maxime, est-ce que vous voulez rajouter un mot ou intervenir plus tard ? Je peux intervenir plus tard, mais simplement dire que la question de la sensibilisation aujourd'hui revient, en tout cas est une demande d'énormément de cas, surtout sur des maladies ou des handicaps qui sont particuliers, qui sont invisibles bien souvent. Et donc aujourd'hui, cette sensibilisation-là, elle est vraiment demandée partout. Il est certainement nécessaire que tout le monde y prenne sa part. On parle de l'école, on a parlé d'MDPH, on a parlé dans la santé, etc. Et dans tous les champs et domaines de la vie. Et ce que je voudrais dire, c'est que la sensibilisation aujourd'hui, ou les campagnes qui ont été faites, parfois sont insatisfaisantes. Et donc, il est très important que ces campagnes de sensibilisation, partent des personnes directement concernées et que ces sensibilisations soient faites par les personnes et pas par des experts détachés qui auraient une vision, soit avec un prisme particulier qui ne correspond pas aux attentes des personnes. Et donc, ça, c'est extrêmement important et c'est malheureusement souvent assez rare encore. Ouais. Bénédicte ?
Oui, alors on ne s'est pas coordonné, mais c'est le même élan. Sur la sensibilisation, ce qu'il faut observer, c'est que rien n'est plus fort que le témoignage. On l'a vu d'ailleurs dans la première table ronde, la force du témoignage. Et c'est bien l'association à la fois de connaissances et du témoignage qui permet d'avoir une compréhension fine et de pouvoir aussi décaler par rapport et appliquer sur d'autres situations. Mais c'est très important et c'est ce qui convainc et qui permet d'entrer dans une connaissance profonde. Le mot de la fin sur le sujet, Christophe ? Alors, le mot de la fin juste après. Je vais revenir sur ce que vous disiez, Madame Bénédicte, sur les MDPH. La problématique que l'on a sur les MDPH, c'est qu'on a une méconnaissance globale sur les épilepsies et les situations. Sur le territoire, on a quand même le soutien, et quand les familles arrivent à le mettre en place, le soutien des équipes relais handicap rares, ou que je salue, parce que vraiment, ils font un travail fabuleux auprès des familles, mais aussi des bénévoles. On a 78 délégations sur tout le territoire, même à Papette, de mémoire. Mais sur tout ce qui est sensibilisation et information, le mot des patients, et je reviendrai peut-être sur la vidéo qu'a fait Eva. Alors c'est une artiste, évidemment, mais ce matin, elle l'a fait, et quand elle a fait son tournage dans un TEDx l'été dernier, elle a fait sur le regard d'une patiente, et il était beaucoup plus pertinent. Quelqu'un qui ne connaît pas la maladie, qui travaille dans une agence de communication, etc. Je vais pas critiquer les agences de communication, elles font leur travail, etc. Mais le regard du patient est essentiel, en fait. Et ça, on ne l'entend pas. Et sur plein de thématiques ce matin, c'était aussi un petit peu sous-jacent. C'est-à-dire que le patient, des fois, on l'oublie. On oublie et on pense à un numéro et on se dit, c'est une maladie, mais on oublie la personne qui est derrière cette maladie. Merci. On va parler maintenant du parcours de soins, ou plutôt du manque de parcours de soins structuré et transparent. Alors, je m'adresse d'abord aux médecins pour qu'ils dressent un état des lieux. On commence avec vous, Stéphane Auvin. Quelle est la situation en pédiatrie aujourd'hui ? Je pense que, comme pour l'ensemble du territoire, l'entrée dans la maladie, malgré que ce soit une maladie dans un deuxième temps, une maladie chronique, c'est toujours par la porte des urgences, ou assez souvent par la porte des urgences, qui répond à une question urgente, mais pas du tout à la problématique de c'est quoi le diagnostic, quels sont les risques, et toutes les questions qui vont autour de comment la vie va changer et être impactée. C'est à la fois le bon endroit et pas le bon endroit, et ensuite, en fonction des territoires, mais malheureusement quand même, il n'y a quand même pas beaucoup d'endroits où le territoire est bien organisé, il va y avoir des passages multiples, parce que les événements, les crises vont se répéter, et que la prise en charge dans une structure adaptée avec un degré de spécialiste qui va pouvoir donner les choses assez rapidement, le délai est quand même souvent assez long. Donc l'entrée dans la maladie, on ne sait pas comment vont être la fréquence des crises, mais quand les patients ont un symptôme par mois, ils peuvent attendre plusieurs mois avant de voir quelqu'un qui va répondre à la question. Mais c'est lié à cette particularité de la maladie. Tant que le médecin n'a pas vu la crise, il a du mal à imaginer que la maladie est présente. Je pense qu'aujourd'hui, alors maintenant on a tous 3 caméras sur nous avec les téléphones portables, donc il y a des outils qui se développent et on peut voir facilement les choses, mais c'est pas parce qu'aujourd'hui on a ces outils-là qu'on ne savait pas le faire avant. Donc il n'y a pas forcément, c'est pas d'une compétence ou d'une spécialité extrême en fait, c'est juste d'avoir un degré de compréhension, d'analyse de comment on interroge. C'est des choses qui sont assez simples. Les gens connaissent plein de choses sur, je sais pas, j'aime pas mettre en compétition les maladies, mais il y a des choses finalement assez raffinées sur l'hypertension artérielle. J'y connais rien. Je suis pédiatre, alors autant vous dire que l'hypertension artérielle. Ouais, effectivement. Là, on comprend. Je vais rentrer dans les âges où ça va potentiellement me concerner, mais j'y connais absolument rien. Mais voilà, en fait, en pratique. Je suis convaincu qu'il y a plein de choses qui sont connues et c'est le même degré de spécialisation. C'est pas quelque chose d'extrêmement rare. 1% de la population générale. Donc au moins savoir orienter, au moins ne pas dire de choses qui sont attention, les jeux vidéo, les tablettes, la surface. Et des faux amis, ou autrement chez l'enfant, très souvent dire ah non mais vous inquiétez pas, ça va guérir à l'adolescence, ce qui est faux dans une grande majorité des patients. Donc à un moment on ne crée que des situations, mais par maladresse, c'est pas de la mauvaise volonté, par maladresse du niveau juste au-dessus des urgences, parce qu'il manque malgré tout
à part dans certains territoires où les choses peuvent être bien organisées, dans ce qu'on pourrait appeler un niveau 2 d'analyse, il y a des maladresses, mais qui vont renforcer le stigma, qui vont renforcer le fait qu'on connaisse mal ces maladies, que les patients vont se retrouver isolés, ou les familles vont se retrouver isolées avec leurs enfants, et c'est une problématique globale. Excusez cette question qui peut être stupide, tant pis, j'assume complètement. Vous parliez on a tous des téléphones, des caméras. Est-ce que vous donnez comme conseil aux parents qui ont un doute pour leur enfant de le filmer? Est-ce que ça peut être une aide pour les médecins? Absolument, ça vraiment. Enfin, quand il y a des symptômes qui se répètent, qu'ils soient les mêmes ou pas les mêmes, et si on a un doute, je pense que de filmer avec un téléphone portable. Alors après, il faut être prudent dans ce qu'on demande. Par exemple, on ne demande pas à un adolescent demande à tes potes au lycée de te filmer. Enfin, oui, je veux dire, bien sûr. Non, mais c'est hyper important parce que parfois, encore une fois, en partant d'une bonne intention, je me rapproche. On se retrouve dans des situations qui sont inacceptables ou catastrophiques. Enfin, il est hors de question de demander à des copains d'un ado de filmer un ado parce qu'ils vont posséder une vidéo qui est dans une certaine spécialisation, finalement une grande intimité. Et c'est aussi d'ailleurs, en parlant de ces vidéos, c'est aussi une des problématiques de la communication autour de ce que sont ces maladies. C'est quand même très singulier. Le degré d'attention de quelqu'un, c'est un flash YouTube ou c'est le temps d'une séquence d'un journal télévisé, c'est 1 minute 30. Et la singularité de communiquer sur les épilepsies, c'est est-ce qu'on peut vraiment, pour donner l'information, alors qu'il y a plein de types de crises différents, montrer une crise sur une vidéo? Est-ce que ça s'arrête à ça? Non, le patient avec épilepsie ne s'arrête pas à ces crises. Et donc c'est une grande complexité de comment communiquer sur les épilepsies et faire de la sensibilisation, en tout cas sur un volume global au niveau national. Montrer une crise n'est pas la solution, mais ne pas montrer quelqu'un qui a un handicap quelque part invisible, on dit non mais tout va bien, lui on regarde pas et on zappe parce que pendant ce temps-là on fait autre chose et on swappe le téléphone au lieu de regarder le reportage qui dure 1 minute 30. Et c'est une vraie problématique. Donc les vidéos, voilà, c'est important dans notre pratique. Et puis après, malgré tout, l'accès du niveau 2 au niveau 3, là aussi les choses ne sont pas très claires. Alors vous êtes peut-être au courant, mais si vous n'êtes pas au courant, je vous le dis, il y a un travail HAS en ce moment sur le parcours de soins, donc il va y avoir quelque chose qui va aboutir. Est-ce qu'il y aura les moyens pour que ce parcours se mette en place? C'est une autre histoire, mais toujours est-il que les choses pour le moment prennent une allure relativement structurée. L'association est représentée dans le parcours et tout le monde a la même voix au chapitre et je trouve que c'est extrêmement important. Et donc la dernière chose, je laisserai Fabrice donner son avis après pour les adultes. L'autre problématique, c'est que parfois, en fait, on sait que, vous savez aussi probablement, que 20 à 30% des épilepsies sont pharmacorésistantes. Ça veut dire qu'avec les traitements qu'on a aujourd'hui, malheureusement, on n'arrive pas à faire disparaître l'ensemble des crises. Il y a parfois, en fait, à cause de cette donnée, finalement, c'est quand même assez fréquent. Mon sentiment, c'est qu'il y a un peu une espèce de fatalité. Bon, il est pharmacorésistant, votre enfant est pharmacorésistant. Alors que les connaissances ont évolué et on va peut-être pas dans les niveaux 2, c'est-à-dire pas au niveau de plus haute spécialisation qu'on retrouve peut-être la plupart du temps dans les CHU. On ne se pose pas la question, mais est-ce que ce patient n'a pas une thérapie ciblée, la chirurgie de l'épilepsie par exemple, ou des molécules innovantes, et puis ce qui arrivera probablement demain dans un certain nombre de maladies rares, et ce qui se prépare aujourd'hui dans des essais cliniques, c'est des thérapies génétiques ciblées. Donc si on reste coincé très longtemps à un niveau sans se poser la question de est-ce qu'on peut aller plus haut, c'est aussi une vraie problématique et quelque part une perte de chance. Alors c'est très très soignant cette partie-là, mais malgré tout c'est quelque chose d'important. Fabrice, pour les adultes, le parcours de soins? Moi, je rejoins ce qu'a dit Stéphane. La première chose, c'est un petit peu lié au nombre de neurologues en France. Vous avez à peu près 2500, 2700 neurologues, je crois, en France. Vous avez 7500 cardiologues, par exemple. Donc vous ne pouvez pas avoir le même maillage. Et parmi ces neurologues, tous n'ont pas été formés à l'épilepsie, pour plein de raisons, on n'a peut-être pas le temps de détailler. Un peu quand même, non? Mais pas tous, oui, non. Ouais. Mais, tous ne font pas d'EEG, et on l'a dit tout à l'heure, l'EEG est un élément essentiel au diagnostic. Je dirais, ceci dit, sur l'EEG, il ne faut pas oublier quand même qu'un EEG standard est quand même très peu sensible. Donc, faire un EEG et dire qu'un EEG est normal, par exemple, ça n'est pas rare. C'est même la majorité des cas où l'EEG est normal chez l'adulte. Donc il faut souvent faire un EEG de sommeil, faire des examens un petit peu plus compliqués. Voilà, donc alors l'entrée dans la maladie épileptique, c'est souvent effectivement par les urgences.
Les urgentistes ont des schémas d'action, hein, ils sont très schématiques dans leur façon de faire, et si on ne tombe pas dans les bonnes cases, déjà on passe à côté de tous les diagnostics un petit peu compliqués. Donc il y a plein de crises qui pourraient ne pas être pris pour pas bien diagnostiquées. Ensuite, ils ne sont pas du tout habilités à amorcer la prise en charge d'une maladie chronique et l'épilepsie. Donc il faut vraiment faire une transition entre l'urgentiste et le neurologue spécialisé, d'où les consultations première crise dans les structures spécialisées, mais que vous n'avez pas du tout dans des plus petites structures, par exemple. Et donc là, il y a un problème de transition entre l'urgentiste et la consultation neurologue. Il y a effectivement ces groupes de travail avec l'HAS qui ont été anticipés il y a quelques années par des réunions avec la CNAM, et on avait fait des enquêtes dans lesquelles, par exemple, il y avait certaines régions en France, vous avez des patients qui ne voient pas de neurologue après leur première crise avant 1 an et demi, 2 ans. Certains ne voient jamais de neurologue quasiment. C'est comme si vous aviez un trouble du rythme cardiaque et puis jamais vous voyez un cardiologue dans votre vie, ça arrive quasiment pas. Si vous faites une fibrillation auriculaire, un autre trouble du rythme cardiaque, un bloc auriculo-ventriculaire, vous voyez à un moment donné un cardiologue. Les troubles du rythme cérébral, les dysrythmies cérébrales, parce qu'au fond le terme épilepsie il est plein de stigmas et de représentations, mais ce n'est rien d'autre entre guillemets en termes phénoménologiques que des dysrythmies du cerveau. Trouble du rythme cérébral, ça c'est assez intéressant. Mais oui, mais alors je discutais de ça avec Simon Chorvon là, récemment, qui est un grand neurologue, épileptologue anglais, et on était d'accord, il faudrait enlever le terme épilepsie et parler de ça. Ça remettrait les choses à un niveau beaucoup plus concret et beaucoup plus facile à communiquer en fait. Donc vous avez un trouble du rythme électrique cérébral, eh bien, vous mettez tout en œuvre pour le diagnostiquer, le traiter. Voilà. Sur les réseaux de soins, je voudrais juste rajouter qu'il y a effectivement des centres de référence maintenant en France depuis quelques années, notamment depuis 5 ans. Ils sont en cours de renouvellement. Il y en a 8 qui sont des centres constitutifs. On espère sur le nouveau renouvellement qu'il y en ait d'autres, notamment sur toute la côte ouest qui manque beaucoup de centres de référence, puisqu'il n'y a que des centres de compétences. On ne sait pas quels vont être les moyens donnés pour avoir plus de centres, donc ça voudrait dire doubler le nombre de centres de référence qui existent actuellement. Si c'est à budget égal, vous comprenez que chaque centre de référence va avoir moins de budget et moins de moyens, mais il y aura un maillage un peu plus satisfaisant. Donc c'est un petit peu plus difficile si on n'a pas de moyens supplémentaires. Mais hors ces centres de référence, il est évident que la difficulté, c'est la prise en charge dans des territoires ruraux, on en a parlé tout à l'heure, et les liens avec ces centres. Merci. Bénédicte, vous voulez ajouter un petit mot sur ce sujet des parcours de soins ? Alors sur le parcours de soins, on peut aussi étendre au parcours de la personne, puisque évidemment une personne, c'est une personne dans un environnement donné. La partie soins est essentielle, mais il y a aussi tout son environnement. On a parlé tout à l'heure de l'habitat, on a parlé de la mobilité, on y reviendra. Donc de plus en plus, le sujet qui est devant nous, c'est aussi comment on coordonne les acteurs sur un territoire donné, autour d'une personne donnée, de façon à construire son parcours. Je pense aux enfants, il y a le sujet du soin, il y a le sujet de l'école, de la mobilité, de l'accès à l'extrascolaire. Voilà comment on va vers les mairies ou les associations pour du sport, des choses très concrètes. Donc cette idée de parcours du soin, elle doit être aussi incluse dans le parcours de la personne et la coordination des acteurs autour de la personne. Merci. Pierre ? En fait, finalement, nous, à la GFIP, en fait, finalement, on est une des maillons de la chaîne, c'est-à-dire qu'il y a l'éducation, il y a la prise en compte thérapeutique, et puis nous, en fait, ce qui est notre sujet, c'est effectivement la prise en compte de la dimension emploi, que ce soit pour accéder ou pour maintenir. Et je m'inscris complètement dans les suites des propos de Magali Villette sur ce sujet-là. Donc nous, notre souci, c'est effectivement, mais en écho vraiment à ce qui a été dit, c'est de dire, c'est comment je mets une offre d'aide qui soit adaptée, et notamment par exemple pour les frais de déplacement, où ça peut tout à fait rentrer dans notre champ.
Au-delà de ça, comment je fais en sorte que les professionnels qui accompagnent les personnes dans leur recherche d'emploi ou pour les aider à maintenir dans l'emploi, on a évoqué Pôle emploi, Cap emploi, puissent bénéficier d'une expertise complémentaire. Et on voit bien que l'épilepsie, tout ce qu'on dit aujourd'hui, ça montre qu'il faut cette compétence et cette expertise complémentaire. Expertise sur le registre de la sensibilisation au handicap, mais aussi expertise sur le lien entre les conséquences du handicap et le travail et les difficultés, et ça a été aussi pointé tout à l'heure. Et évidemment, cette logique-là, elle doit s'appliquer dans la recherche d'emploi, mais aussi pour un salarié qui est atteint d'épilepsie, comment je juste sa situation de travail et comment je sensibilise le collectif de travail, puisqu'on a vu que c'était une des clés fondamentales du truc. Donc, le seul point, et là je vais faire preuve d'un tout petit peu d'optimisme, c'est que, en fait, finalement, l'épilepsie, on s'y est intéressé petit à petit, grâce notamment à des actions avec Epilepsie France et EPI Emploi. Et là, maintenant, notre objectif pour 2024, c'est d'étendre finalement cette capacité d'appui au droit commun qui s'appelle Pôle emploi, les missions locales, les personnes, les entreprises, en développant cette offre-là que j'évoquais, en intégrant cette spécificité épilepsie pour qu'on soit un peu là au niveau national et pas uniquement en expérimentation sur des territoires spécifiques, comme Paris. Mais c'est important parce qu'il faut que Paris existe. Je veux dire ça, on dirait un peu un centralisateur, mais pour que la province puisse en profiter. Bon, des fois, ça marche dans l'autre sens, je vous rassure. Fabrice, vous avez un petit mot à rajouter? Oui, non, j'ai oublié de parler d'un mot, parce que je crois qu'Hélène l'avait évoqué tout à l'heure, c'était le rôle des IPA dans les réseaux de soins. Je ne peux que dire que c'est un élément essentiel dans nos centres, en CHU. On les forme à l'épileptologie, donc elles savent très bien maintenant répondre aux patients, être en interface avec nous. Elles ont le temps de discuter et d'être vraiment l'élément qui fait le lien entre le patient et les équipes médicales. Le problème, bien sûr, c'est une question de financement. Alors, il y a un progrès parce que les IPA, parmi leurs compétences, l'épilepsie a été reconnue comme une des maladies chroniques dans le champ des IPA. Mais encore faut-il qu'on ait les moyens de les déployer. Ça, c'est important. Maxime, vous voulez ajouter un mot? Non? Alors Christophe. Ah, pardon. Juste sur les IPA, juste pour dire, alors les arbitrages ne sont pas finis. On a une réunion la semaine prochaine encore sur le parcours HS. Mais voilà, ça a vraiment été pris en compte comme quelque chose qui va être encouragé à se développer, et en particulier probablement dans ce niveau 2 où on transite entre le début de la maladie et où on a besoin d'un recours à un spécialiste. En particulier dans les territoires, il est quand même assez rare que ce soit le neurologue ou le pédiatre qui fait de la neurologie de l'enfant fasse que l'épileptologie, parce qu'en fait c'est souvent dans les centres plutôt de niveau 3. Et donc pour associer, forcément le temps médical est compté, et puis vous savez que la démographie médicale, elle va plutôt vers le bas en ce moment que vers le haut, encore quelques années. Et donc pour gagner ce temps, qui est du temps important de soins sur l'information, la formation, répondre en cas d'urgence, ça a vraiment été c'est vraiment pris en compte pour le moment, mais je pense que les arbitrages vont aller dans ce sens-là, que dans les niveaux 2, il y a une place très importante des IPA, avec un duo, avec un médecin, parce que je pense que les IPA et le médecin ont besoin mutuellement l'un de l'autre et ne sont pas en opposition. Un petit mot, je dis bien un petit mot, Christophe. Oui, je vais essayer de faire un petit mot, Anne. Non, dans les points qui ont été évoqués sur le parcours de soins, il y a une petite chose, c'est l'annonce qui n'a pas été abordée. Et il faut s'imaginer que c'est quand même un choc pour une famille, que ce soit pour leur enfant ou leur frère ou sœur, d'avoir cette annonce de l'épilepsie. 99% des gens, quand il y a l'annonce, ils se disent j'avais peut-être ça, mais ils ont déjà fait des recherches, on va dire, un petit peu loufoques sur Internet, puisqu'il y a à boire et à manger sur Internet. Et du coup, le rôle de l'IPA devient l'un essentiel en complémentaire de l'épileptologue qui va consulter et qui va faire l'annonce. Parce qu'il a un temps donné avec le patient où il ne pourra pas donner toutes les informations utiles au patient. Et l'IPA va être là en fait pour compléter l'information et puis aussi peut-être pour aider à suivre le patient de manière régulière. Parce qu'aujourd'hui, les temps d'attente de voir un épileptologue sont tellement longs que c'est difficile.
Et donc c'est vraiment dans ce sens-là aussi qui est important. Et l'annonce est un choc pour l'avoir vécu à plusieurs reprises à des niveaux différents. C'est quelque chose que souvent est oublié par certains médecins, et je ne le critique pas. Bien au contraire, ce que je dis aujourd'hui, c'est que pendant des années, le tissu associatif était un petit peu contre le milieu médical. Aujourd'hui, on travaille main dans la main pour faire évoluer les choses, et les travaux dont parlait Stéphane Auvin à l'HS aujourd'hui sont la preuve, c'est-à-dire qu'on a vraiment un lien qui se crée parce qu'on parle dans le même sens. Mais c'est l'annonce, quelque chose qui est comme utile et important aussi à D'ailleurs, à bien Fabrice, comprendre. voulez-vous dire quelque chose à ce sujet? Oui. Alors je pense qu'il faudrait que chacun des médecins ait été parent d'enfants malades pour comprendre combien est important l'annonce. Et moi, je sais ce que c'est, et j'ai été moi-même victime de chocs de certaines annonces. Et donc je pense que les médecins doivent être bienveillants tout au long de leur interaction avec les patients, laisser de côté leurs problèmes, etc. Mais c'est toujours facile à dire, mais pas toujours facile à faire, c'est la première chose. Ensuite, il y a une dimension qui est importante chez nos patients, c'est la dimension effectivement psychologique, psychiatrique. Nous, on fait, alors j'en parlerai pas tout à l'heure, mais on a une partie de ma recherche qui est dédiée au trauma dans l'épilepsie et à l'incidence des troubles stress post-traumatiques chez les patients épileptiques. 20% des patients avec épilepsie ont un syndrome de stress post-traumatique. Et une grande partie de ce stress post-traumatique, qui est à l'origine d'anxiété, de réminiscence de leur crise, d'évitement de certains lieux. On a parlé de l'isolement, de la mobilité tout à l'heure, mais c'est en partie neurobiologique. C'est en partie lié à un PTSD, un trouble de stress post-traumatique, qui est extrêmement fréquent. Et une grosse partie de ce trouble post-traumatique est liée au trauma lié aux crises elles-mêmes. Donc ça rejoint le parcours de soins parce qu'il est indispensable que dans les structures, peut-être de niveau 2 déjà, mais en tous les cas toujours de niveau 3, il y ait une équipe de psychologues, de psychiatres formés à l'épilepsie, sensibilisés à ce type de problématique, du trauma, pour la prise en charge correcte des patients. Et ça, c'est vraiment un aspect capital. Merci. Il y a un autre grand sujet qui concerne tous les malades et leurs proches, c'est celui de la mobilité. On l'a déjà largement évoqué ce matin, car dès lors qu'il n'est plus possible de conduire, c'est la galère qui commence. Bénédicte, donc, pouvez-vous nous préciser le rôle de la direction d'accès aux droits et des parcours, et surtout nous dire les possibilités offertes aujourd'hui aux patients? Bon, je vais essayer de vous le dire de façon pas trop techno, oui. parce que c'est le sens aussi, et puis il faut être très simple parce qu'on est tous ramenés à hauteur d'homme. Voilà, il faut que ça ait du sens. Donc très rapidement, je ne veux pas vous faire le petit test de vous faire lever la main, mais si je vous demande qui connaît la CNSA. Ah oui, quand même. Je vois le SGCIH. Et qui connaît la sécurité sociale? Ah bah, bon, et ben voilà, et bien bonne nouvelle. Qui connaît TF1 vous pouvez rentrer la CNSA comme nouvelle caisse de la sécurité sociale. Voilà, c'est le fameux 5e risque, le risque qui concerne les personnes en situation de handicap et les personnes âgées, et désormais caisse de sécurité sociale. Il se passe quelque chose. Donc notre direction s'appelait avant la direction de la compensation. La compensation, ça veut dire on vient combler un creux, un vide. Elle s'appelle désormais la direction d'accès aux droits et des parcours. Donc ça change tout. Ça veut dire que les personnes sont considérées non pas comme des personnes de besoin, mais comme des personnes de droit, et puis auxquelles on va construire des réponses tenant compte de leur projet de vie et de leurs besoins. Donc voilà, un grand changement qui se fait. Quelques missions importantes de cette direction, c'est d'abord de garantir en droit cet accès aux droits et aux parcours pour les personnes et leurs aidants et leurs proches. On l'a vu ce matin, les familles sont très impactées pour l'entourage des personnes épileptiques, qu'il s'agisse des enfants ou des adultes. Et puis une autre grande mission, c'est celle d'accompagner l'égalité et la qualité du service aux personnes en tout point du territoire. Donc on a un enjeu d'harmonisation, et pour ce faire, on travaille notamment en direct avec les MDPH.
Je développe un tout petit peu sur l'information et l'outillage des MDPH, on en a parlé. Alors, il n'existe pas rien. Je fais ma Madame Tupperware. Et il existe ce guide. Ce guide, c'est un guide qui a été fait avec des associations. Alors, en 2016, donc il demanderait certainement à être actualisé. Corrigé, oui. Mais On est disponible. On prend rendez-vous. C'est un guide qui est composé, donc il s'appelle Guide d'appui pour l'élaboration de réponses aux besoins des personnes présentant une épilepsie, donc avec une partie qui est propre à la pathologie et d'autres parties qui relèvent l'ensemble des compensations. Voilà, ces guides permettent aussi d'harmoniser les pratiques. Et je pense qu'il faut qu'on diffuse encore les choses. On a ce travail d'actualisation de connaissances auprès des évaluateurs. Préciser aussi, et ça a été dit, la place des associations dans les MDPH. Les MDPH, ce sont des GIP, des groupements d'intérêt public, où siègent très fortement les associations. Elles ont toute leur place aussi pour définir et décider. C'est bien la commission départementale des droits et de l'autonomie qui décide. Alors plus précisément, ont été évoqués ce matin des sujets sur les prestations et droits, sur la CMI et sur la PCH. Sur la CMI, effectivement, le cadre légal est celui qui a été rappelé ce matin avec des taux d'incapacité qui définissent le niveau et puis des critères très précis pour l'attribution de la carte mobilité. Alors, il y a 3 cartes, invalidité, stationnement et priorité. Et pour la PCH, cela a été rappelé aussi par un collègue, par François. Voilà, François. Bon, avec 2 niveaux pour la PCH. On a un premier niveau qui est l'accès à l'éligibilité à la PCH, puis à la PCH aide humaine. Je vous informe qu'un nouveau décret est paru en avril 2022 qui sera mise en œuvre, délai de mise en œuvre au 1er janvier 2023, qui ajoute un domaine pour l'éligibilité et une activité, notamment une activité sur la mobilité, puisque c'est se déplacer avec un transport en commun, ce qui n'existait pas auparavant. Donc on a ce décret qui est une bonne nouvelle pour les personnes et qui va permettre aussi de pouvoir répondre plus finement aux besoins des personnes. Merci. Alors, ne plus conduire, c'est aussi souvent ne plus pouvoir aller travailler. Pierre Privat, en quoi consiste la sécurisation des parcours à l'AGFIP ? FIP, ne vous inquiétez pas. Excusez-moi. Non, mais on va changer de nom, on trouve que le truc... J'ai inversé 2 lettres, je n'arrivais pas à lire. Oui, j'aime bien comme ça, ouais. Donc là, j'ai pif. Et comment aider les personnes souffrant d'épilepsie? Alors, c'est bien. On ne l'avait jamais fait celle-là. J'ai un certain nombre de variantes, mais j'aime beaucoup celle-là. Franchement, j'adore. C'est super bien. Non, plus sérieusement, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a, nous, la sécurisation, enfin, la GFIP, son objectif, c'est finalement de mettre en œuvre des aides, des prestations et des dispositifs qui permettent de prendre en compte toutes les situations de handicap dans cet objectif d'insertion et de maintien dans l'emploi de maintien dans l'emploi. Donc après il y a plein de situations où il n'y a pas forcément besoin d'une grande expertise, mais d'une connaissance, mais c'est vrai. Et puis il y a certaines déficiences où, oui, effectivement, il faut qu'on soit capable de s'appuyer sur des experts, des spécialistes, et tout en ayant une connaissance minimum syndicale, ce qui relève de la sensibilisation, pour dire « Ah tiens, il faut que je m'appuie sur un spécialiste », parce que ça ne vient pas tout seul. Donc, nous, que ce soit dans nos aides ou dans nos prestations, on dit il faut qu'on développe cette capacité d'information, de sensibilisation des acteurs qui accompagnent les personnes dans leurs projets d'insertion et leurs projets de maintien dans l'emploi. Et puis, il faut qu'on soit capable de leur dire, de leur proposer en disant vous avez une situation particulière comme l'épilepsie, il faut que vous puissiez vous appuyer sur des expertises de gens qui savent de quoi ils parlent, parce que et on le fait sur cette déficience, mais on a évidemment sur la maladie mentale, les troubles cognitifs, il y a évidemment plein de sujets comme ça. Et donc on essaie de mailler avec
des moyens d'expertise qui sont au service de ces acteurs de droit commun, et c'est à l'intérêt de notre société inclusive, c'est qu'on a besoin de pouvoir offrir ce type d'appui-là, pour justement aller tant sur le registre de l'identification des conséquences du handicap, parce que c'est ça qui nous intéresse, et de ses impacts professionnels pour essayer d'envisager soit des projets, mais aussi des solutions de maintien dans l'emploi, ou même d'évolution professionnelle, parce qu'on a aussi le droit d'évoluer dans l'entreprise, même quand on est épileptique. Et puis, de travail sur la professionnalisation de ces acteurs du droit commun, mais aussi de la sensibilisation des collectifs de travail, parce que ce qui était tout à fait frappant, même si j'en doutais peu, mais maintenant j'en ai l'intime conviction, ce qui est toujours intérêt pour moi de venir ici, c'est qu'effectivement, cet enjeu de compréhension de l'autre et des conséquences du handicap, de ce qu'il est et ce qu'il n'est pas, parce que c'était assez frappant en disant il a des absences, ça veut dire il est un peu neuneux. Non, ça ne veut pas dire ça. Et donc, la création de ces dispositifs d'appui-là, on va s'y atteler. Alors jusqu'à présent, ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'épilepsie, on l'avait traité, on l'avait pris en compte, mais de manière un peu expérimentale sur certaines régions, en région parisienne, avec EPI emploi, oui, tout à fait. Et donc finalement, notre enjeu là, c'est de généraliser finalement cette possibilité-là sur toute la France. On a des marchés qui s'appellent répondre au doux nom de prestations d'appui spécifiques. C'est pas très romantique, mais par contre, on va élargir pour que ce public-là soit vraiment pris en charge, parce que tout ce que j'ai entendu aujourd'hui, ce que vous exposez, ne fait qu'attester. Au cas où j'aurais eu un doute, j'en avais pas. Bon, maintenant j'ai des certitudes. C'est pareil, mais mieux. Il faut absolument qu'on ait pour cette déficience-là des moyens spécialisés pour pouvoir accompagner de manière satisfaisante les gens et qu'ils puissent vivre le mieux possible. Et on ne parle pas, effectivement, on n'est pas dans l'aménagement de situation, on est dans l'adaptation des situations, mais il y a plein de solutions qui existent. Donc il faut qu'on soit capable d'apporter ces réponses-là, et c'est un peu notre enjeu pour la prochaine année. Christophe. Ça a été mis un petit peu en surface, mais léger. Mais la problématique de la mobilité sur l'emploi, c'est celle-ci. C'est-à-dire vous avez un travail, vous avez un nuage de crise ou un passage à l'épileptique, et même si vous êtes stabilisé derrière, le chemin est long pour récupérer un permis de conduire si vous l'avez perdu. Mais si vous l'avez perdu, dans beaucoup de cas, et dès que vous sortez, on va dire, d'Île-de-France pure, vous allez perdre votre travail. C'est quasiment systématique, malheureusement. Et c'est cette problématique-là qu'il faut résoudre. Après, si vous prenez les transports en commun qui se développent, et collectifs qui se développent de plus en plus dans toute la France, avec des lignes de bus, etc., et là, de la même manière, vous avez des patients qui n'y ont pas accès à des tarifs préférentiels à l'heure actuelle. Anaïs, ce matin, rappelait qu'en Angleterre, c'est systématique. Dès que vous n'avez plus votre permis de conduire, c'est l'un de nos combats. Donc, et je précise que je faisais une parenthèse sur le livre blanc. Il a été présenté un certain nombre de propositions par les pilotes et les situations. Là, on voit 4 situations, mais pour chaque thématique, quand on va vous remettre le livre blanc tout à l'heure, avant d'aller déjeuner, vous verrez, il y a vraiment d'autres propositions. On n'est pas que sur ces petites propositions-là. Mais l'accès à l'emploi, c'est vraiment, aujourd'hui, la mobilité, un problème vraiment essentiel. Et ça a été fait aussi écho de toutes les situations hors de l'emploi. C'est-à-dire que pour aller à vivre, en fait, à exister. Oui, mais c'était vraiment en écho à ça, et c'est avec les limites qui sont les nôtres, puisque nous, on a effectivement focusé sur l'accès ou le maintien dans l'emploi, donc on est dans ce cadre professionnel, mais c'est vrai que notre enjeu, c'est on a une aide à la mobilité qui est là pour justement intervenir et prendre en charge les coûts de taxi, de quoi que ce soit, quand effectivement une personne ne peut pas conduire et ne peut pas accéder à des transports, par exemple des transports en commun, ne serait-ce que parce qu'ils n'existent pas, ou parce que, pour d'autres raisons, il sait bien qu'il n'y accède pas. Donc on est là, et l'enjeu qu'on a avec la CNSA, c'est justement, nous, on peut être mobilisés parce qu'on a cette capacité d'intervenir en pompier, et on est sur des délais de traitement qui sont rapides, dans l'absolu. Et après, effectivement, il faut qu'on ait une approche un peu plus de long terme par rapport aux situations. Et là, on a tout l'enjeu de caler, j'ai envie de dire, l'action des MDPH, mais qu'on a évoqué avec la PCH, et la nôtre, pour que d'une certaine manière, il y ait un certain relais si on est dans une situation qui s'inscrit très dans le temps. Mais je pense qu'il faut vraiment qu'on soit bon sur ce genre de choses, parce que c'est un enjeu, comme vous le pointez, fort judicieusement. Bénédicte ? Oui, ce que je souhaite dire, c'est que
tous ceux qui ont une maladie ne sont pas en situation de handicap. En revanche, tous ceux qui sont en situation de handicap, c'est bien du fait d'une cause médicale. Donc on a aussi, en termes de réponse, toute une gradation qui se fait sur un moment donné et qui peut s'ajuster. Qu'elle soit aussi en termes de compensation pour les décisions des MDPH peuvent aussi s'aménager en fonction du temps et de l'évolution. Donc ça, c'est important. Il n'y a pas que la PCH, il y a aussi, selon les impacts et l'intensité, la sévérité des impacts, des réponses qui sont adaptées, encore une fois, au projet de vie et aux besoins. Mais il n'y a pas congruence, égalité entre épilepsie et PCH, pas du tout. Il y a toute une variation. Et puis, il y a des personnes épileptiques qui ne sont pas en situation de handicap aussi. Un mot, Christophe, avant de faire intervenir les deux médecins. J'ai une petite divergence sur l'épilepsie et le handicap, puisque avec les médicaments et les troubles associés, dans 99,99 des cas, l'épilepsie va générer une situation de handicap d'une manière ou l'autre, ou à un moment de la vie. Et pour revenir à l'histoire de la mobilité, enfin au concept de la mobilité, notre première idée, et c'est celle-là que l'on voulait creuser, mais on sait qu'elle va être compliquée à mettre en place et qu'il y aura peut-être d'autres solutions, c'était de désolidariser le taux de handicap des MDPH avec le taux de mobilité, et qu'à partir du moment où une personne n'a plus accès au permis de conduire du fait de son épilepsie, ce soit systématiquement une mention mobilité. Par exemple, c'était l'idée, qui soit notifiée sur sa carte, qui lui permette, elle, d'avoir des tarifs préférentiels simplement, sans avoir à faire des formalismes lourds et compliqués sur lesquels déjà les patients se combattent. Et pensez à une chose, on a beaucoup de patients qui ne font pas de reconnaissance du handicap, ils ne font pas la démarche, et c'est aussi notre devoir, on va dire, associatif, et notre volonté, c'est d'informer aussi les patients de tous leurs droits. Et on verra sur la 4e thématique, qui est aussi un droit et que les gens ne connaissent pas. Merci. Stéphane, votre réaction sur ces histoires de mobilité, parce que c'est un vrai sujet quand même. C'est un vrai sujet, on pourrait croire qu'en pédiatrie on n'est pas concerné, mais je pense qu'on l'est. Et on l'est à deux niveaux. On l'est d'abord aussi par anticipation. Alors c'est aussi sur la thématique professionnelle. Bon, voilà, on échange quand même beaucoup entre neuropédiatres et neurologues d'adultes. Il y a, me semble-t-il encore, même si ça a beaucoup progressé, un peu une méconnaissance de qu'est-ce qui va se passer après l'école. Et je pense que dans le monde de la pédiatrie, il y a un vrai travail sur l'information sur le permis de conduire. Ok, c'est après, mais c'est maintenant qu'on travaille après, et aussi pour la formation professionnelle. Je vais prendre un exemple extrême, mais laisser croire à un jeune homme de 15 ans qui est très sportif, qui veut être pompier, et ne jamais donner, alors c'est un exemple toujours un peu extrême, ne jamais donner, de prendre le temps d'expliquer que malheureusement il y aura une incompatibilité professionnelle. Alors il y a un certain nombre de textes qui ne sont pas toujours d'ailleurs appliqués, ceux-là, avec des professions entre guillemets interdites, mais il y a aussi le pari un peu sur l'avenir avec l'état de la maladie au moment où on le voit, en disant l'aptitude professionnelle, elle ne sera pas là. Travailler la nuit tout seul dans un poste de surveillance en hauteur pas très bien sécurisé, pour un patient qui n'est pas stabilisé, même si ce n'est pas interdit, l'aptitude au travail, elle ne sera pas là. Donc de laisser un jeune s'embarquer dans une formation professionnelle, les patients avec épilepsie, en tout cas les enfants et adolescents avec épilepsie, pour au moins la moitié d'entre eux ont des difficultés à l'école. Ça ne veut pas dire qu'ils ont des difficultés cognitives, c'est aussi des difficultés en termes de fatigabilité, accessibilité, etc. Si on les laisse faire tout l'effort, avoir la reconnaissance entre guillemets de la société qui leur donne un diplôme, et juste après quand ils arrivent sur le marché de leur travail, on dit bon bah maintenant on va tout recommencer à zéro parce que c'est pas possible, c'est humainement inacceptable. C'est humainement, je ne sais pas qui peut faire face à ça. Pas grand monde. Et donc il faut faire un travail de deuil, recommencer à zéro. Et donc il y a un vrai travail d'information, d'anticipation très longtemps avant, et c'est entre guillemets aussi une part de cette double peine. En plus de la maladie chronique, à 13, 14, 15 ans, il faut leur commencer. Qu'est-ce que tu vas faire quand tu seras grand? Déjà la veille de Parcoursup, puis ils savent pas ce qu'ils veulent cocher pour les années d'après, mais là on leur demande 3, 4 ans avant, attention, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce qu'on a bien anticipé? Attention, il faut penser à la qualification professionnelle, à l'aptitude au poste, à la mobilité, où tu pourrais loger, enfin des choses où aucun adolescent se projette. Mais malgré tout, et et c'est des sujets difficiles, c'est des sujets qui coûtent humainement pour les familles et pour les patients,
Mais je pense que c'est de notre devoir, parce qu'après, en fait, faire le travail inverse de accepter cette situation et de trouver le courage et les ressources pour remettre les choses dans le bon sens, c'est extrêmement compliqué. Donc je pense qu'il y a un vrai travail pour les grands enfants et adolescents, enfin plutôt ados, autour de ce sujet. Quelques mots, Fabrice? Oui, si je rebondis sur ce qui a été dit, c'est vrai que quand on les reçoit, nous, à 18-19 ans, on a un peu le sale boulot d'annoncer ce qui est possible ou pas, si ça n'a pas été fait en amont. Oui, le permis de conduire, la conduite automobile, c'est quand même l'enjeu majeur de beaucoup de patients adultes épileptiques. Et on fait du bricolage, hein. Je crois que... Alors on a la chance, entre guillemets, de ne pas avoir à déclarer, d'avoir cette obligation de déclarer aux autorités le fait qu'un patient soit épileptique. Donc c'est au patient à être informé, on l'informe, hein, des formalités à faire. Et finalement, on le laisse faire, c'est presque un peu lâche. On lui dit, ben voilà, vous avez la loi, vous devez la suivre. Après, qu'est-ce que je dois faire alors ? Voilà, alors, en général, si l'épilepsie est relativement bien contrôlée, je leur dis, il vaut mieux pas que vous déclariez, parce que vous allez être emmerdé. Dans votre emploi... Vous savez que c'est enregistré. Oui, je sais, bon. Mais j'ai l'habitude. Et donc, non, ça met beaucoup de patients en danger, en fait. Parce que il y a pas la semaine dernière, j'ai vu un patient, il était à son 3e accident de voiture à cause de crise d'épilepsie. Je dis, mais vous pouvez plus conduire, il faut déclarer votre épilepsie à la préfecture, faire les démarches, etc. Et j'ai dit, mais si je fais ça, je perds mon emploi. Il habite dans le Vaucluse, loin de... Parce qu'à Marseille, on a pas mal de patients qui viennent de l'arrière-pays, où je peux vous dire que les transports en commun sont quasi inexistants pour faire les 20 km qui séparent son village de son travail. Et donc, lui, coûte que coûte, il conduit. Et la première fois, il s'est cassé 2 vertèbres. Là, il a eu une fracture de l'épaule. Bon. Problème avec les VSL. Le seul VSL du village qu'il prend, on lui dit, pour faire la course, pour aller chez le kiné, c'est pas assez rentable. Donc, je veux plus vous... Donc, comment... Bon, voilà. C'est une situation vraiment difficile. Hein. Ouais. Moi, ce que je vous propose, Christophe, la 4e partie, c'était sur l'éducation thérapeutique. On a une table ronde cet après-midi, donc vous êtes obligés de revenir. On commence comme ça cet après-midi, parce que comme ça, on peut vous laisser un petit peu de temps pour les questions avant de conclure la matinée. Est-ce que vous êtes d'accord ? Tous les intervenants sont là. Oui, voilà. Cet après-midi, on fera l'éducation thérapeutique du patient, qui sera animée avec Norbert, Rosen et Marine Bonigno, je ne sais pas si elle est arrivée, qui est IPA à la Pitié-Salpêtrière, qui nous a fait l'amitié d'être là aussi cet après-midi, et peut-être faire les questions-réponses. Est-ce que vous avez les micros dans la salle ? Oui. Alors, vous avez des micros, vous levez des mains, et comme ça, vous avez tous les intervenants de la matinée qui sont prêts à vous répondre. Vous ne vouliez pas laisser la conclusion à Maxime, juste après les questions ? Excusez-moi, Maxime, j'ai oublié. Une conclusion, pardon. Juste après les questions, on fait quelques questions. Peut-être après les questions, et avant vos conclusions à vous deux, oui. Parce qu'on conclut la conclusion. Oui. Allez, les questions d'abord. On conclura la conclusion de la conclusion. Allez, voilà. Les questions d'abord. Bonjour. Voilà, j'ai ma fille qui est épileptique, qui a été décrétée épileptique à l'aube de ses 15 ans. Ça a été un tsunami. En fait, ça fait depuis le mois de janvier qu'elle est suivie par une neuropédiatre qui est très disponible, qui seront vraiment très disponibles pour elle. Et je voulais savoir, parce que là, elle n'est toujours pas stabilisée, elle n'a pas une vie d'ado comme toutes les autres, elle dort toute la journée, son épilepsie la fait vomir, et elle a des tremblements, des spasmes, elle fait des crises tonico-cloniques. Et je voulais savoir
comme elle n'est pas du coup stabilisée, combien de temps ça peut durer jusqu'à temps qu'on trouve son traitement? Est-ce que ça veut dire qu'elle est pharmacorésistante? Comment on peut le savoir? Voilà, c'est tout. Question difficile, réponse pour les médecins. J'ai pour habitude de faire à peu près toujours comme ça, donc je ne vais pas faire d'exception. Je vais vous répondre des choses parce que je ne tiens à ne pas vous répondre. Mais après, voilà, il y a forcément toujours un degré. Il y a une partie de votre question qui est une espèce d'avis médical. Je n'ai pas de problématique pour en parler à titre personnel après. Je ne souhaite jamais faire de consultation en public parce qu'il y a beaucoup trop de monde dans ma salle de consultation. Ça me traumatise un peu. Je suis un peu timide. Ce qui est certain, c'est vos questions, c'est des vraies questions. En fait, à plusieurs niveaux, il y a une question qui est d'ordre médical. Quand est-ce qu'on est pharmacorésistant et cette situation, elle est dynamique. C'est-à-dire que parfois, pour ne pas avoir de crise, les traitements donnent des effets secondaires et il y a un temps de stabilisation. Donc, mon premier message, c'est pas parce que la situation semble complexe dans ce que vous nous dites que c'est une photo figée et définitive. Après, oui, on peut être pharmacorésistant. Il y a une définition qui a été faite par la Ligue internationale contre l'épilepsie, qui est une définition qui avait un but en tant que tel. C'était de faire repérer, peut-être dans ce qu'on appellerait les niveaux 2, de se dire, tiens, il faut peut-être penser plus loin et demander recours à un plus haut niveau. Et cette définition, elle a été basée sur une probabilité statistique. La probabilité statistique, c'est bien pour faire des recommandations, mais c'est jamais bon pour l'échelle individuelle, donc il ne faut pas extrapoler à l'échelle individuelle. Quand je vois un patient en consultation, il n'y en a pas 99 dans la pièce, il y en a un. Donc si on me demande pour lui qu'est-ce qui va se passer, je ne suis pas Harry Potter ni Madame Irma, je ne connais pas le futur. Non mais c'est vrai. Et donc à un moment, je peux dire si en effet, et donc la définition de la pharmacorésistance, c'est après avoir eu 2 traitements appropriés, qu'ils soient combinés ou pas combinés et bien tolérés, et pris pendant un certain nombre de temps et à bonne posologie, si on continue à faire des crises, on rentre dans la définition de la pharmacorésistance. Parce que, en fait, 70% des patients qui auront eu 2 traitements appropriés à une bonne dose et bien tolérés vont répondre aux 2 premières lignes de traitement et 30% ne vont pas répondre. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est 20 à 30% dans les études de pharmacorésistance, ben ça veut dire qu'on est plutôt dans avoir moins de probabilité de répondre. Mais à l'intérieur de ces 30% de pharmacorésistants, heureusement, il y en a qui viennent encore stabiliser derrière. Donc encore une fois, cette définition, elle a comme objectif de se dire, est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Et en particulier, est-ce qu'on ne doit pas envisager une chirurgie de l'épilepsie? Parce qu'autour des traitements de recours qu'on a aujourd'hui, celui qui donne la plus grande probabilité de devenir complètement libre de crise, ça reste quand même la chirurgie quand il y a une indication. Ça, c'est pour la partie médicale. Pour la partie non médicale, c'est une partie dont on n'a pas parlé trop dans l'isolement ni dans la mobilité. Les ados, mes enfants, maintenant ils sont un peu plus grands, mais j'ai encore des ados, mais les ados, ils grandissent par troupeau. Ils avaient horreur quand je disais ça, ils ont toujours horreur. Ils s'en foutent des parents, vous n'avez pas remarqué? On les saoule, quoi, il faut le dire, ils le disent comme ça. Les ados, ils ont besoin d'un groupe pour grandir. Et c'est ça l'enjeu majeur des épilepsies de l'adolescent, c'est qu'ils ne peuvent pas être dans un troupeau. Et on grandit dans un troupeau. Je veux dire, si je ne suis pas venu avec une crête bleue ce matin, c'est parce que quand j'ai essayé quand j'avais 15 ans, tout le monde m'a fait ouh, et donc j'ai dit non, la crête bleue ça ne marche pas, et donc j'ai pris des codes sociaux un peu différents. On pourrait avoir une photo. Ouais. Et c'est les conduites d'essai, la façon d'interagir avec les autres, les codes sociaux de nos générations, hein, quand on parle des trucs qu'on faisait quand on était ado, nos ados, ils nous regardent en disant « mais vous êtes des vieux schnocks ». Des ringards. Et ils disent pas schnock parce que ça marche pas non plus. Et voilà, et c'est comme ça qu'ils conduisent leur code. Alors, encore une fois, là aussi, la photo d'aujourd'hui de ce que vous racontez n'est pas figée. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai enjeu sur l'isolement et sur le fait que l'ado garde du lien parce que l'ado grandit en troupeau. Et je suis dispo à la fin. Une autre question ? Oui. J'ai entendu parler d'IPA ce matin. En fait, moi, je voudrais savoir si, en termes de formation, on avait suffisamment d'infirmières en capacité d'être formées et puis d'être intéressées par cette nouvelle spécificité, en fait. Parce que, enfin, de ce que je sais, c'est qu'il y a 2 ans de formation, il me semble, pour former une IPA ou un IPA. Peut-être vous pouvez poser la question, reposer la question cet après-midi à l'IPA qui sera là. Effectivement, pour les infirmières, rentrer dans un cursus d'IPA, ça nécessite de faire 2 ans d'études.
Donc de quitter leur poste, faire 2 ans d'études, et il faut donc un financement. Et c'est là le problème. Si vous avez des postes financés, c'est bien. Si vous n'en avez pas, vous ne le faites pas. Vous n'allez pas arrêter votre travail par ailleurs. Parce qu'il il y a un travail théorique et puis il y a des stages. Donc pendant 2 ans. C'est une formation assez générale. Nous, on accueille beaucoup d'IPA en formation. On est un centre formateur dans mon service. Et leurs motivations, elles sont variables. Certaines veulent travailler en ville, en libéral. D'autres, elles sont déjà ciblées, elles viennent d'autres services. Par exemple, s'il y a des IPA en endocrinologie pour spécialiser dans le diabète, d'autres qui veulent faire d'autres maladies chroniques. Disons qu'après cette formation générale, elles doivent quand même être formées dans les services dans lesquels elles sont mises en place. Et celles que je vois sont très motivées. Oui, si c'était ça sur la motivation. Après, l'ensemble des infirmiers et des infirmières qui sont en pratique, qui ont dans leur pratique, leur motivation, elle est variable. C'est notamment lié à la rémunération, qui aujourd'hui pas très Donc, supérieure. D'où ma nouvelle question, depuis cette mise en place de cette nouvelle spécificité, est-ce qu'on a un retour sur le volume de personnes formées en fait? Combien d'IPA formés actuellement? Oui. Je ne sais pas. J'ai pas les chiffres en tête comme ça, mais je pense que Marine, elle les aura sans problématique. Je voudrais juste ajouter un truc, et je sais qu'on est enregistré, donc je me permets de le dire 2 fois plus. Dans le décret qui donne les autorisations de que font les IPA, pour la partie épilepsie, je ne sais pas le pourquoi du comment, mais la seule chose qui a été autorisée, c'est de renouveler les ordonnances à l'identique, et pas de faire les adaptations de traitement. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, dans la rythmologie du cœur, où ils ont eu l'autorisation à faire des modifications de traitement. Nous, on a une IPA qui, en effet, et pour beaucoup, alors il y a des motivations où il y a des gens qui veulent pratiquer comme IPA en libéral, et je pense qu'il en faut aussi. Après, ça peut se mettre dans le cadre d'un projet de service ou d'une équipe, et dans ce cas-là, il y a de la dynamique. Il faut aussi convaincre l'administration de continuer à payer la personne pendant 2 ans d'études, etc. C'est une vraie problématique. Après, dans notre service, nous, on a un protocole de coopération. Donc, notre IPA peut modifier ou faire des ajustements, augmenter ou baisser les doses de traitement parce qu'on a un protocole de coopération infirmier-médecin et que ça rentre dans le cadre du protocole de coopération. Mais il va falloir que les décrets évoluent parce qu'il n'y a aucune raison que la rythmologie du cœur, c'est pas plus ou moins risqué de faire une modification d'un antiarythmique cardiaque que d'un antiépileptique. Et si on veut vraiment qu'elle soit au cœur de la pratique et des adaptations au quotidien, quelqu'un qui vient à une consultation, on ajuste le traitement pensant que c'est un bien et les effets secondaires sont massifs et il dort 24-24, soit il va arrêter tout seul son traitement, soit s'il a l'IPA et qu'elle peut faire l'ajustement de traitement, ça lui rendra beaucoup plus service. Donc vraiment, je pense qu'il faut qu'il y ait une évolution. C'est prévu que les décrets soient réévalués, mais cette évolution-là, elle est absolument nécessaire. Après, il y a quand même une petite chose qui me gêne, c'est qu'on parle de budget. À partir du moment où on crée une spécificité, c'est qu'il y a un besoin quelque part. Donc si on s'arrête à ce problème de budget qu'on connaît tous au niveau national, finalement, les IPA, ils ne seront pas formés. Et on va se retrouver avec des délais de formation à rallonge, et puis il n'y aura même pas de maillage de territoire après. J'entends ce que vous dites. Moi, forcément, je suis médecin et responsable d'une équipe, et donc j'ai aucune responsabilité de territoire. Toutefois, à un moment, je pense qu'il y a un choix de société à faire. Et c'est personnel, là, il y a un choix de société à faire. Et je suis convaincu, si on veut continuer à investir dans la santé, qu'est-ce qu'on investit moins, quoi, à un moment? Mais il va falloir faire ça. Je veux dire, je connais des systèmes de santé horribles pour avoir bossé aux US. Quand on a une prescription à la fin, il y a quelqu'un qui dit, bon, bah alors vous avez quoi comme assurance? Bon, bah on va négocier, mais vous ne pourrez pas avoir tel traitement, etc. On a de la chance. Il faut préserver ça. Mais il faut aussi dire dans la priorité, nous, on veut que ces parties-là soient prioritaires en santé, mais si la santé est prioritaire parce que c'est une valeur commune qu'on choisit, sur quoi on va devoir mettre les mains à la poche, tous individuellement. Je suis désolé, c'est un peu... Parce qu'en fait, moi, je sais pas, mais j'ai un budget à la fin du mois, je peux pas dépenser plus que ce que je n'ai, et vous aussi. Donc, mais je suis convaincu qu'on doit, nous, mais vous aussi, tous, dire on veut que la santé soit une priorité. On est tous convaincus de ça. Voilà. Merci. Il y avait une dame qui avait levé le bras. Oui, madame.
Sinon, moi, j'ai déjà un micro. Je voulais juste savoir si on avait une idée de la prise en charge des personnes épileptiques qui peuvent entrer en EHPAD. Je suppose que celles qui sortent plutôt de femmes ou de masse vont plutôt être orientées vers des unités pour personnes handicapées vieillissantes. Mais dans les EHPAD normaux, entre guillemets, est-ce qu'on sait à peu près, si on a des retours en tout cas sur si ça se passe bien, s'il y a justement un besoin de formation? Alors, la question que vous posez, c'est derrière, c'est la question du suivi des données. Et aujourd'hui, nous sommes en train de travailler à un outillage de façon à avoir la connaissance des déficiences, pathologies et besoins des personnes qui est en train d'être codées par les MDPH. C'est en train d'être fait. Donc là, il est impossible de répondre en général, mais évidemment, les situations sont suivies individuellement lorsqu'elles entrent en EHPAD. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas de statistiques consolidées au niveau national. Nous sommes en train de les construire. Merci. Il y avait toujours cette dame qui a levé le bras depuis longtemps. Alors, vous lui donnez le micro après, parce que c'était dans les premières à lever le bras. Donc, allez-y, madame, puisque vous avez... Bon, 30 secondes. Alors, simplement pour dire que par rapport au terme de pharmacorésistant, là aussi, il y a un choc pour les familles. Enfin, bon, parce que nous, on est là, on pousse derrière tous les professionnels que l'on peut pousser pour que notre enfant vive, survive, avance et progresse. Et puis un jour, quand tous les médicaments ont été essayés, on reçoit ça un jour, votre fille est pharmacorésistante. Ça veut dire, pour moi, j'ai cru sur le moment que rien ne serait plus possible pour elle. Voilà. Alors que non, on a continué et on continue. Il y a de nouvelles molécules qui existent et si on est là aujourd'hui, c'est pour entendre aussi tout ce qui se travaille par derrière et les recherches qui sont... On en parlera cet après-midi largement des recherches. J'en profite aussi, madame, pour préciser que souvent, on l'entend, nous, dans les gens qui prennent contact avec nous en disant « je ne comprends pas ». Le neuro de mon enfant ou mon neuro, il me met 3, 4, 5, 6 médicaments, ou enfin 5 médicaments, ça va jusqu'à 5 généralement, au maximum. Et je comprends pas. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le médecin, et je pars sur le couvert d'éminents professeurs, c'est qu'il va essayer d'aller le moins haut possible dans le médicament pour aller le moins loin possible dans le seuil de complications ou d'intolérance au traitement ou des conséquences du traitement. Donc aujourd'hui, les BI-tri et quadrithérapies sont beaucoup plus fréquentes qu'il y a quelques années pour éviter d'aller jusque-là. Et c'est souvent le cas des patients pharmacorésistants parce que, et ça sera dit certainement un peu plus tard, mais on a de nouvelles molécules, mais on n'explique pas à l'heure actuelle pourquoi on a toujours à peu près 30% de patients pharmacorésistants malgré des nouvelles molécules. Donc il va y avoir des choses qui vont évoluer de toute façon, et c'est peut-être une analyse ou la recherche qui le fera. Mais il ne faut pas hésiter à s'imaginer que le médecin, si vous donne un médicament ou il en donne 3 à 4, c'est pas pour rien. Il n'est pas atteint à un moment donné de choses un peu hallucinantes. Merci, madame. Oui, IME Léopold Bellon, donc on accueille des enfants et des jeunes porteurs d'épilepsie. Je voulais revenir sur la question des traitements, des effets secondaires et de la qualité de vie. En fait, on voit qu'à certains moments, il y a une prescription du neurologue pour traiter l'épilepsie, mais qui va de l'autre côté entraîner des troubles du comportement ou majorer des troubles aussi qui peuvent être d'ordre psychiatrique. Et donc, je voulais avoir votre point de vue là-dessus. Et on a beaucoup parlé de la nécessaire coordination entre toutes les personnes qui accompagnent les personnes porteuses d'épilepsie, la coordination entre le neurologue et le psychiatre dans ces cas-là, en fait. On peut avoir un traitement qui marche pour l'épilepsie, mais qui, de l'autre côté, va... voilà. La première chose que je souhaite dire, c'est qu'il n'y a pas de bon traitement. Le mieux, c'est de jamais prendre de traitement et jamais voir de médecin. Ce que je veux dire par là, et je le dis très souvent comme ça, une association de traitement, c'est la moins mauvaise solution. C'est pas la meilleure solution. Parce que, en fait, les médicaments qui n'ont pas d'effet primaire, n'ont pas d'effet secondaire, n'ont probablement pas d'effet primaire. C'est de la poudre de perlimpinpin. Donc, à un moment, et ça ne veut pas dire que parce qu'il y a une liste d'effets secondaires, on est tous obligés de les faire non plus. Ce qui veut dire que,
finalement, pour chaque traitement, et en particulier chez des patients qui combinent plusieurs traitements, on essaye de faire le moins mauvais compromis pour le patient. Ce moins mauvais compromis, il est fait, et parfois notre vision, c'est la partie émergée de l'iceberg, en particulier quand les patients sont en institution. C'est-à-dire qu'on a très souvent avec nous les familles qui nous donnent une partie, mais qui ne connaissent pas forcément la vie complète de leur enfant en institution. Et puis, comme pour n'importe quel enfant, les enfants ne sont pas tout à fait les mêmes le week-end à la maison quand c'est en internat que pendant l'institution. Donc d'avoir toutes les facettes, c'est probablement très important pour donner la meilleure réponse au traitement. La deuxième chose sur laquelle je commentais, c'est quand on change un traitement et qu'il y a plein de troubles du comportement, avant de rajouter un traitement dans la série des médicaments qu'utilisent les psychiatres, je pense qu'il faut d'abord se poser la question de, éventuellement, c'est un effet secondaire de mon médicament et est-ce que je ne peux pas faire autre chose? Merci. Parce qu'on a parfois des cumuls parfois de traitements qui font un peu peur. Madame, merci d'avoir patienté. Madame, oui, c'est vous. Oui, merci. Je voulais aborder le sujet avec vous des soins de support, parce qu'en fait, on s'aperçoit que, évidemment, la qualité de vie des patients et même des aidants, parfois, est affectée. Même souvent, et bien souvent, il y a aussi une recherche ou une quête d'aide ou d'accompagnement d'ordre psychologique, donc auprès de professionnels. Quelle est la place en fait de ces soins de support au niveau hospitalier? Comment les neurologues travaillent avec ces professionnels de santé? Et puis au niveau de l'association, quelle place aussi vous avez pu laisser à ces aux soins de support en fait dans l'accompagnement de soins, dans le parcours de soins en général? Voilà, merci. Je ne sais pas si c'est à moi. Oui. Ce que vous appelez soins de support, vous avez utilisé surtout le terme d'accompagnement psychologique, c'est ce que vous entendez. Oui. C'est ce que je disais tout à l'heure. Si on regarde l'incidence des troubles psychologiques chez nos patients, elle est très importante. Et chez les aidants aussi d'ailleurs. Il y a même des études là-dessus. Donc, en tant que chef de service d'un service d'épileptologie, alors avant tout adulte, il est clair que pour moi, je ne fais pas la dissociation entre ce qui est neuro et psychiatrique. L'épileptologie, c'est une discipline neuropsychiatrique. Elle est à l'interface de la psychiatrie classique et de la neurologie. C'est une difficulté d'ailleurs. Mais c'est nécessaire de prendre en charge cette dimension-là. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Par exemple, moi j'ai une infirmière qui fait de l'hypnose, on fait de l'EMDR dans le service par une psychologue et une psychiatre. On fait du biofeedback, mais du biofeedback particulier. Il faut savoir que ce sont des thérapies qui ne sont pas des placebos, c'est très important, qui peuvent dans certains cas accentuer les problèmes. Ça doit être complètement encadré. Alors j'ai rien contre les thérapies qui seraient faites et qui améliorent les personnes, mais malheureusement ça manque de cadre très souvent. Et ça peut être dangereux si c'est pas cadré. Donc j'ai des patients qui me demandent souvent est-ce que je peux faire telle et telle thérapie annexe, on va dire. Là, je suis plus prudent parce que j'ai aucun contrôle et je ne sais pas ce qu'ils font exactement quand ils sortent de l'hôpital. Je leur dis si ça vous améliore, pourquoi pas, mais attention, on a des exemples de cas un petit peu dramatiques dans ces prises en charge. Par contre, si c'est bien contrôlé, encadré plutôt, ça a des effets tout à fait démontrés. Ouais. Merci, je crois que nous allons arrêter là pour les questions. Merci parce beaucoup. Que l'heure tourne. Oui, Christophe. Maxime disait qu'il y avait quelqu'un par là-bas qui levait. Je peux ? Alors, ce n'est pas une question. Je voulais juste dire à tout le monde dans cette salle que le printemps dernier, nous avons commencé un projet au niveau européen qui est financé, je mélange avec l'anglais, par Erasmus+. Et ce projet, ça s'appelle Epilepsy Power. Donc, avec mes collègues à Grenoble École de Management, nous représentons la France. Donc, on est déjà en contact avec quelqu'un de l'épilepsie
Voilà, il est là-bas. Et je voulais juste vous dire que ce sommet, je voulais vous remercier déjà de l'avoir mis en place. Et moi, ce que j'aimerais bien, donc si des personnes qui me croisent dans les couloirs, s'il y a des personnes qui peuvent m'aider avec une distribution d'un sondage qui est la première partie de notre travail, nous allons demander aux personnes qui sont dans l'insertion professionnelle, tout ce qui est professionnel, et également les personnes qui sont atteintes de l'épilepsie. On fait ce sondage dans un premier temps. Et la deuxième partie du projet, ça va être de mettre en place une plateforme de sensibilisation, de formation des professionnels et des familles, etc. Et donc, cela, c'est avec d'autres pays. Donc, nous, on représente la France, mais il y a également l'Italie, l'Irlande, la Bulgarie et l'Allemand. Et ce qu'on a besoin, c'est de déjà faire parler de ça, parce que j'ai vu par rapport à toutes les interventions de ce matin, le gros problème en France, c'est la sensibilisation. Donc, toute aide que nous pouvons avoir de vous, parce que vous êtes tous des spécialistes, enfin, moi, je démarre, ce serait bien apprécié. Merci. Voilà, donc je pense qu'on va avoir la conclusion de cette table ronde par Maxime, et nous aurons après quelques mots de Christophe et du docteur Arnaud Biraben, qui est le président du comité national de l'épilepsie. Voilà. Merci. Alors, une conclusion qui sera très courte, mais on a entendu beaucoup de choses sur beaucoup de thématiques, beaucoup de propositions, beaucoup d'idées. Simplement vous dire que, je l'ai dit tout à l'heure, hein, on est dans un moment important. Au premier semestre de l'année 2023 aura lieu la conférence nationale du handicap, qui sera présidée par le président de la République et qui aura lieu à l'Élysée. La concertation préalable à cette CNH, comme on dit, a commencé cette semaine. Donc avec différentes thématiques, je vais vous les faire rapidement pour que vous les ayez en tête. Accessibilité du cadre bâti, donc c'est le logement et la voirie. Accessibilité des transports, on en a un petit peu parlé, ça concerne pas que les mobilités, mais bien l'accessibilité des transports, et notamment les transports en commun. L'accessibilité du numérique, ça concerne aussi l'école inclusive, le plein emploi, et la simplification des parcours, et la simplification de l'offre, ou l'évolution de l'offre, notamment sur le plan médico-social. Il y a aussi une concertation du côté des universités qui va se coupler avec les propositions du côté de l'école. Je vous dis ça parce que toutes les propositions et les thématiques que vous avez abordées aujourd'hui doivent être prises en compte dans cette concertation-là, même si vous n'êtes pas présent physiquement dans les tables rondes. Aujourd'hui, nous, on fait un gros travail au niveau du secrétariat général de récupérer toutes les initiatives citoyennes, toutes les idées qui proviennent, soit de collectifs plus ou moins grands d'ailleurs, hein, et pour pouvoir les intégrer ces propositions et avoir une lumière qui vient directement du terrain, qui vient directement des personnes concernées. Et j'en profite parce que on nous a transmis le livre blanc qui a été composé et préparé par Épilepsie France. Déjà vous remercier et vous féliciter pour l'immense travail qui a été fait. Je sais combien le temps passé à fabriquer ça est long et prenant, mais bravo parce que déjà en termes de thématiques c'est extrêmement clair, et puis c'est assez rare de trouver des livres blancs qui ne sont pas simplement des pétitions de principe mais bien des propositions concrètes qui sont allées chercher directement auprès des personnes et des familles, et là je crois qu'on a quasiment une contribution voilà, en dur pour cette conférence nationale du handicap. Donc nous on ira chercher évidemment dans ce livre blanc pour pouvoir alimenter les réflexions en cours, mais toute contribution complémentaire sera évidemment bonne à prendre. Donc merci pour l'organisation de ce sommet parce que il tombe à point nommé. Je pense qu'on peut applaudir. Ouais. Merci. Et applaudir tous les contributeurs à ce fameux livre blanc. Bravo. Oui, oui, je vais juste préciser, on a eu une cinquantaine de bénévoles qui, depuis septembre et un an, il y a 14 mois maintenant, ont passé 2 soirs, des fois 3 soirs, en réunion visio, avec d'autres bénévoles de toute la France, et ont travaillé de manière assidue et vraiment approfondie. Donc on peut les remercier. Oui, bravo à tous, vraiment. Alors, la conclusion de la matinée. Donc, nous avons nos 2 intervenants. Welcome. Je vous laisse passer. Vous avez un micro à la table. Et Christophe. Donc, je vous donne la parole. Bon, je vais déjà laisser Arnaud oui, conclure. donc le président du comité national de l'épilepsie.
Oui, c'est une structure qui normalement rassemble toutes les associations qui s'occupent d'épilepsie, que ce soit du chercheur, du professionnel, du patient, directeur de centre, etc., etc. Donc, on essaye de coordonner, mais elle n'a pas de moyens du tout. Donc, voilà. Il y a un petit chapeau retourné à la sortie, là. Alors, ce que je voudrais dire, c'est qu'on a vraiment bien parcouru ce que j'appelle le être et avoir. C'est-à-dire, avoir une épilepsie, c'est quelque chose, on est malade de temps en temps, quelques minutes, par jour, par an, quelquefois tous les 4 ans. Ça, c'est avoir une épilepsie. Mais le être épileptique, c'est tenir compte en permanence dans sa vie que cette crise pourrait arriver et que donc, on est obligé d'avoir des restrictions. On est obligé d'avoir une vie particulière, plus sage, etc. Et donc là, on en a beaucoup parlé. La qualité de ce livre blanc, je pense, c'est qu'il a été fait par des patients, mais ce ne sont pas des patients qui rejettent les professionnels. C'est-à-dire que la symbiose entre les deux est absolument nécessaire. Il ne faut pas qu'on soit en opposition. Les propositions des deux côtés sont vraiment extrêmement importantes. La troisième chose, c'est qu'on a parlé des enfants, et c'est vrai que plus le trajet, plus le parcours de soins va être rapide, et plus le cerveau va être protégé, ou moins il sera abîmé par cette maladie, puisqu'il est encore en formation. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Sur les adultes, je veux juste rajouter, parce que moi je suis dans le Far West, là où il n'y a pas de centre. Vous êtes à l'ouest, dans le fameux désert où il y a quand même un petit village qui résiste. Petit village gaulois. Un célèbre épileptique, Jules César, qui n'a pas envahi cette région-là. Donc, dans le Far West, concernant les adultes, on s'est posé la question depuis longtemps, puisque ça fait 26 ans ou 27 ans qu'on a cette consultation épilepsie et travail, dont je suis sûr qu'elle est extrêmement utile. Elle est extrêmement utile, elle est totalement bénévole, il n'y a aucun soutien de personne pour ça. Et cette consultation a permis de constater plusieurs choses. La première chose, c'est que les patients qui nous sont adressés pour chirurgie, les 3/4 ont eu des accidents de voiture, entre 1 et 3, quelquefois plus. Le record, c'est 27, je crois. Donc, vous imaginez que son frère est garagiste, c'est pour ça que l'assurance n'avait pas besoin de marcher. Mais non, mais c'est terrible. C'est terrible. Heureusement, la plupart des accidents étaient relativement légers. Il y a eu très peu de morts. Mais il y en a eu. Donc, il ne faut pas oublier ce côté-là du transport. 1 sur 2 a perdu son travail quand l'épilepsie a commencé. À cause du transport. Uniquement à cause du transport. Et donc, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important d'arriver à manager, de trouver des moyens de transport, de trouver pour préserver l'emploi. La troisième chose, toujours dans le parcours de soins, alors il se trouve qu'il y a eu le Congrès européen il n'y a pas très longtemps à Genève, et que l'expérience des Genevois sur la consultation épilepsie et première crise, c'est que le pronostic est nettement meilleur quand on traite avant 48 heures, après la première crise. Et là, on transforme le pronostic des gens, en tout cas sur les 3 premières années de l'épilepsie. Et donc, nous, on essaye péniblement d'arriver à 15 jours, et encore, on a beaucoup de mal. Il y a des départements où il n'y a pas de neurologue. Donc, il faudra probablement dans l'avenir qu'on change les choses. Je voudrais aussi parler un tout petit peu des IPA. J'en forme chaque année. Elles sont en stage chaque année, et on leur dit au revoir, alors qu'elles voudraient rester. Il n'y a aucun moyen de les préserver, alors que Parkinson, il y en a 2, épilepsie, sclérose en plaques, il y en a 2, Alzheimer, il y en a plusieurs. Enfin, il y a une énorme différence. Et cette différence va encore plus loin. Il n'est pas imaginable pour un patient qui a une sclérose en plaques ou qui a une maladie de Parkinson de ne pas voir au moins une fois dans l'année un neurologue. Alors que les épileptiques, c'est 1/3 qui voient une fois dans l'année un neurologue. Donc on voit qu'il y a une énorme différence de prise en charge pour des maladies neurologiques qui pourtant peuvent être source de handicap et de tout ça. Voilà, alors le dernier point c'est « time is brain ». Les Américains nous disent ça, le temps c'est du cerveau. Et c'est du cerveau à tous les points de vue. C'est-à-dire que dès le diagnostic doit être le plus rapide possible. Parce que vous allez économiser le cerveau de l'enfant, parce que vous allez préserver le cerveau de l'enfant, parce que vous allez préserver le cerveau de l'adulte. Et time is brain, je crois que c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on travaille aussi chez nous. Voilà. Merci. La conclusion, c'est que ce n'est pas une conclusion, c'est que c'est un nouveau départ. Merci.
Sur cette conclusion de première matinée, je voulais remercier tous les bénévoles qui encadrent la journée, tous les bénévoles qui ont participé, tous les participants, Bénédicte Autier, merci beaucoup, M. Privat aussi, Fabrice Bartholomé, Stéphane Auvin, encore merci, Arnaud, mille merci comme d'habitude, on se côtoie assez souvent, et Maxime, je voulais préciser aussi que le CIH, le SGCIH, on l'a rencontré il y a 1 an et demi avec Sophie qui doit être quelque part dans la salle ou juste dehors. On avait rencontré Madame Poulet qui nous a accueillis positivement aussi parce que dans notre démarche, dès le départ, nous avons indiqué que nous allions faire un livre blanc et faire un sommet avec des propositions. C'est-à-dire que l'idée n'était pas de dire bon, il y en a marre, il y en a ras-le-bol, mais on va essayer de vous proposer des choses et construire. Et donc, le livre blanc est une première pierre. Et puis maintenant, on va continuer à construire. Et cet après-midi, vous verrez, on va parler encore d'IPA, parce que c'est pour nous, c'est vital, et de TP. Et il y avait des petites questions tout à l'heure. Qui connaît le TP? Levez la main, ceux qui savent un petit peu plus que le CNSA. Ah bah alors, c'est peut-être pas la peine qu'on fasse la table ronde. Un petit peu plus. Et puis cet après-midi, Fabrice nous fait l'amitié avec Stéphanie Bolac et Madame Crépel de nous faire une table ronde sur la recherche. Et enfin, les licornes Naox Technologies et BioSerenity seront là. Naox, je n'ai vu personne et j'ai vu Monsieur Vespini tout à l'heure de BioSerenity. Voilà, je voulais remercier, et je voulais remercier Anne-Jean Blanc pour avoir animé cette matinée avec brio. Avec plaisir. Et aussi. Et voilà. Et merci à toutes et à tous. Je crois qu'il y a un truc pour les tickets de déjeuner. On m'a envoyé des SMS, mais en fait, le téléphone ne passe pas, donc je ne pourrais pas vous dire. Voilà. Et on a changé le timing. On va vous remettre, quand vous allez sortir de cette salle, un livre blanc par personne. On va vous demander d'émarger, parce qu'on en a un certain nombre limité. Et je me suis engagé auprès de Maxime, d'ailleurs, d'aller en déposer un certain nombre d'exemplaires dès lundi, parce que maintenant, il va voyager dans les ministères et dans les directions générales de l'État. Et je le remercie. Simplement... Bon déjeuner et rendez-vous à 14h30. Oui, non, c'était pour juste préciser, c'est un détail, mais dans l'action interministérielle que l'on mène, on a dans chaque ministère un haut fonctionnaire handicap et inclusion. Et donc on s'est engagé à distribuer à tous ces hauts fonctionnaires handicap et inclusion qui pilotent la feuille de route handicap de leur ministère un livre blanc épilepsie pour qu'ils le prennent en compte. Notre travail dans l'animation de ce réseau, c'est de les monter en compétences. Et là, pour le coup, on n'avait jamais fait de ciblage sur la question de l'épilepsie. Ce sera fait grâce au livre blanc. Donc merci à vous. Merci. Quoi ? Pardon ? Je prie de m'excuser.